invité politique ce matin, c'est David Lisnard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, maire Les Républicains de Cannes, président de l'Association des maires de France. On va évidemment longuement parler de ce congrès des maires qui s'ouvre aujourd'hui, qui se tient toute la semaine et qui a pour thème les communes attaquées, la République menacée. On va y revenir pour vous interroger à mes côtés. Jean-Baptiste Forêt. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Baptiste, rédacteur en chef délégué à la Gazette des communes. On va évidemment parler des enjeux de ce congrès des maires et ils sont nombreux, mais d'abord dans l'actualité, ce sont ces plus de 1700 actes antisémites qui ont eu lieu dans notre pays depuis le 7 octobre. Il y a quelques jours, un maire du Var a retrouvé une croix gammée sur son domicile. Quelle réponse on apporte face à cette recrudescence des actes antisémites, David Lisnard ? La réponse, elle doit être d'abord régalienne, évidemment. C'est-à-dire que dans l'urgence, il y a une nécessité d'enquête et de répression. L'antisémitisme, c'est pas anodin. C'est un délit grave, lourd. Donc la réponse, elle doit d'abord être régalienne. Mais elle est aussi forcément morale et spirituelle, hein, si vous me permettez le mot. Quelqu'un de ma génération a été éduqué à la lutte contre toute forme de racisme, donc contre tout jugement d'un individu, non pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Et c'est ce qui caractérise l'universalisme républicain. C'est un trésor, d'ailleurs, cet universalisme républicain, qui est un substrat qui remonte... Enfin voilà, c'est un substrat de philosophie grecque, de droit romain, de culture judéo-chrétienne, d'esprit des Lumières. Toutes ces choses qui étaient en contradiction ont créé cet universalisme républicain. Et aujourd'hui, l'impression que j'ai eue, moi, quand j'ai vu ces images de croix gammées, des étoiles de David sur des immeubles, enfin, on a l'impression que 80 ans d'éducation à la lutte contre l'antisémitisme, la Shoah, c'était la génération de nos parents, de nos grands-parents, quoi. Je veux dire, c'est tout proche, ont été balayés. Donc il y a du travail, quoi. Il y a du travail et pour montrer qu'en France, on ne fait qu'un peuple, quelles que soient nos croyances et nos origines. Et ça va être l'enjeu colossal des prochaines années. Oui. On parle du congrès des maires. Le président de la République ne viendra pas prononcer le discours de clôture de ce congrès, mais sa présence était envisagée au Salon des maires. Est-ce qu'il sera là ? D'après les derniers, de ce que j'ai lu, y compris ce matin, il ne sera pas là. Voilà. Vous le regrettez ? Nous, on est toujours très honorés d'accueillir le président de la République, quel qu'il soit. Mais bon, c'est le congrès des maires, c'est pas le congrès de l'Élysée. Donc on a un congrès qui s'annonce record en termes de fréquentation. Dès aujourd'hui, sur la journée des Outre-mer d'ailleurs, que vous évoquiez tout à l'heure, on a 40 débats, alors qu'on en avait 30 l'année dernière. Il y a 230 de mémoire intervenants. Nous aurons au moins 15 ministres qui ont confirmé leur présence dans des débats. Plus la Première ministre, avec qui on travaille de façon fluide, même si on ne partage pas toutes les dispositions gouvernementales. Hein. Donc, on a. Mais vous dites que c'est pas le congrès de l'Élysée parce que le fait qu'ils reçoivent des maires à l'Élysée plutôt que de venir vous voir, pour vous, c'est pas une bonne chose. Non, mais je vous le dis très franchement, il n'est pas obligé de venir tous les ans au congrès des maires. Moi, j'ai toujours dit, c'est lui qui avait dit qu'il viendrait tous les ans. Mais vous ne demandez pas. Donc je ne vais pas, moi, à chaque fois, tous les ans, devoir parler de la venue ou pas du président. S'il vient, il est le bienvenu. S'il ne vient pas, voilà, les présents ont raison. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Où en sont, de manière générale, les relations entre l'Association des maires de France et le pouvoir macronien? Le numéro 2 de l'Association des maires de France, M. Léniel, dit que le gouvernement vous caresse les chines, on vous sent les poches. Oui, c'est les formules d'André Léniel qui sont souvent très percutantes, d'ailleurs. Écoutez, nous, on ne personnalise pas les choses. Enfin, moi, en tout cas, je ne personnalise pas les choses. Et à l'AMF, personne... nous travaillons sur la réalité qui est la nôtre. Donc, les difficultés que nous rencontrons en tant que maire, dans la relation avec l'État. Mais nous sommes aussi, nous-mêmes, une partie de l'État. Donc, notre seule préoccupation, c'est de faire des propositions pour que les communes, qui sont pour nous un élément de la modernité de la France, et non pas une ringardise, comme certains peut-être nous voient, déconnectés de la vie réelle, soient vivantes, nos communes, et que nous apportions une solution de performance publique. Parce que notre pays est quand même face à une réalité étourdissante, c'est-à-dire que nous avons le record du monde de la dépense publique, c'est incontournable, ça, on peut penser ce que l'on veut, c'est entre 56% et 58% de la richesse, il n'y a pas l'équivalent en France, et pourtant des services publics de proximité qui se délitent. Et nous estimons que face à cet excès de bureaucratie qui étouffe l'action publique, qui se fait au détriment des fonctionnaires, au détriment des usagers, au détriment des contribuables. Une des solutions, c'est la responsabilité locale. Nous travaillons avec le gouvernement de façon fluide,
en tout cas avec le gouvernement Borne, plus fluide qu'avec des précédents gouvernements. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. L'AMF, c'est pas le président, moi-même et le premier vice-président. Ce sont tous les maires de France. Dans nos instances, et je termine, rassurez-vous, tous les maires sont représentés, du village à la métropole, gauche, droite, centre. Dans nos instances, les maires proches du pouvoir, qui ont des positionnements proches de la Macronie, sont très représentés. Et ils ne sont pas les plus mous face à la critique à l'égard de l'exécutif, je le dis au passage. Vous avez eu Elisabeth Borne hier au téléphone, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On a travaillé, d'abord on a évoqué, avant de parler du Congrès, on a évoqué longuement le contexte de la société française. On discute régulièrement avec Elisabeth Borne, avec qui, je le répète, la relation est saine, voilà, et clinique, et moi je trouve ça très bien. Et donc on a évoqué tout ce que l'on ressent dans la violence de la société. Et puis ensuite on a parlé d'avancées techniques sur la condition d'exercice du maire, puisque nous travaillons sur les conditions d'exercice des maires, vous le savez, avec Dominique Faure, avec Christophe Béchu. Mais ça veut dire qu'elle vous a promis des choses ? On est entre adultes, donc non, mais vous savez ce qu'elle va vous annoncer jeudi ? Pas encore complètement, mais il y a des points moi, sur lesquels je lui ai dit voilà nos lignes rouges, voilà nos attentes en termes de... c'est tout ce qui est recentralisation. C'est-à-dire qu'on est dans... Enfin, on a eu de l'expérience tous les trois autour de ce plateau. Ça fait quand même combien de fois qu'on entend des annonces d'actes de décentralisation, puis qu'en réalité, on recentralise nos finances, on est soumis à des procédures croissantes, enfin, et tous les maires vous le diront. Donc ça, je lui ai dit qu'il fallait vraiment maintenant passer à autre chose, et y compris, au-delà de la décentralisation, sur la déconcentration des services de l'État. On est convenu d'ailleurs de positions assez proches là-dessus, mais il faut passer aux actes, qu'on voulait des actes, voilà. Et puis ensuite, il y a des points techniques sur les communes nouvelles, sur les FCTVA, avec des avancées qui sont pour le coup intéressantes, ouais. Bon, mais elle fera des annonces jeudi. Elle vous pas moi de le dire. Non, mais comprenez bien, c'est Mathilde de le dire, c'est pas moi. On va parler des inondations, Jean-Baptiste ? Oui, les Hauts-de-France sont aujourd'hui soumis quand même à des inondations, à des tempêtes monstres. Il y a une question qui se pose sur le plan des assurances. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance font flamber ces derniers mois les tarifs. On voit un certain nombre de résiliations unilatérales de contrats de communes. Est-ce que les assurances seront au rendez-vous de l'indemnisation dans les Hauts-de-France, selon vous ? Je n'en sais pas plus que vous sur ce rendez-vous, sera-t-il honoré ou pas par l'assurance. Ce que vous dites est vrai, non seulement sur les résiliations unilatérales, sur tout ce qui est protection des biens, mais également sur des franchises. J'ai des exemples de communes où la franchise est passée de 2500 € à 2 millions d'euros. J'en ai eu plusieurs de communes. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas remboursé jusqu'à 2 millions d'euros de dégâts. Des communes de quelle taille ? Alors, là, en l'occurrence, c'est une commune de 6000 habitants, parce que le maire m'a écrit à ce sujet, mais j'ai eu une commune aussi en région parisienne qui fait 40 000 habitants, donc ça transcende un peu les tailles de communes. Et puis des polices d'assurance, des cotisations qui, elles aussi, sont exponentielles. Le problème, c'est que le code des assurances est très très rigide. Nous avons demandé, j'avais alerté Bruno Le Maire qui a répondu tout de suite, en l'occurrence, pour qu'on essaie quand même d'élargir la mission du médiateur des assurances, qui très souvent se déclare incompétent par rapport au contentieux entre les communes et les assurances. Je conseille aux communes de faire appel à un expert d'assuré. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir se le payer. Mais moi, j'ai été confronté à des risques majeurs avec des dégâts colossaux. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir un bon recouvrement. Et nous travaillons sur un plan B. Pour faire ressortir un plan A et essayer de stimuler la prise en compte de nos préoccupations par les assureurs qui, eux, sont face à des réalités cotisations sinistres, tout simplement, mais un plan B avec des systèmes de solidarité d'assurance entre collectivités. Mais le chef de l'État, quand il est allé dans les Hauts-de-France, il a annoncé 50 millions pour aider les collectivités. C'est à la hauteur ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas encore... non pas que... Je suis très impliqué sur cette question. On a été, dès les premières heures, très solidaires par l'AMF, mais aussi par la ville de Cannes, puisque j'ai envoyé une équipe sur place avec des spécialistes d'inondation qui sont restés une semaine sur place pour aider les populations et les maires. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore une évaluation fiable des dégâts. Je puis vous dire que les dégâts seront bien supérieurs à ce montant. Après, les comptes de l'État sont ce qu'ils sont aussi. On va parler des violences envers les élus et des agressions, Jean-Baptiste.
Oui, le nombre d'agressions physiques augmente. On regarde 2021, 2022, 2023, ça ne cesse de flamber. On a vu aussi, évidemment, cet été, les attaques contre les hôtels de ville, une centaine d'attaques. De quoi cette violence est-elle le nom ? De la décivilisation. Voilà. Vous employez le même mot qu'Emmanuel Macron. Enfin, disons qu'Emmanuel Macron prend le même mot que ceux qu'on utilisait il y a quelques mois, quelques années, même avec notamment le professeur Berger, Maurice Berger, le pédopsychiatre, ou avec Naïma M. Fadel, une spécialiste, et on avait écrit d'ailleurs des papiers en commun, et surtout un terme qui vient de Norbert Elias dans les années 30, et c'est pas pour rien. Norbert Elias observait la montée des fascismes, des nazismes et des totalitarismes, et parlait de tous ces liens de quotidien, d'éducation, de civilité qui se délitaient. Et je me permets de dire aussi qu'avec mon co-auteur Jean-Michel Arnaud, nous avions écrit un livre il y a plusieurs années, j'avais d'ailleurs été invité ici, qui s'appelait « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme », où on évoquait ces phénomènes qui sont ceux de... si vous voulez, il y a des choses immédiates, c'est-à-dire que l'impuissance publique, la défaillance régalienne, crée de l'injustice. Et on accepte tout sauf la justice dans la vie. Mais le fait que la moitié des peines ne sont pas exécutées au bout de 2 ans, qu'il y a un côté arbitraire, parce qu'il y a une pénurie de moyens dans la justice, même s'il y a eu des efforts ces dernières années, mais c'est bien loin du compte et ça renvoie à l'organisation des pouvoirs publics. Donc ça, c'est presque de l'immédiat, c'est structurel, mais c'est l'organisation des pouvoirs publics. Notre crise de la démocratie, qu'évoquait Laurent Berger, parce qu'il avait raison, nous sommes dans une crise de la démocratie, c'est avant tout une crise de l'exécution, une crise de l'impuissance publique. Mais il y a des phénomènes beaucoup plus puissants qui viennent de... On va pas faire de l'histoire et de la sociologie, bien qu'il faudra en faire tout le temps, qui viennent de 14-18, viennent du nihilisme de l'Occident. Et je crois qu'on a un virage. Je pense qu'aujourd'hui, on sent bien que soit il y a une décadence, un effondrement moral, soit il y a un redressement moral, comportemental, et c'est pourquoi il faut porter un discours puissant sur la République française, parce que la clé, elle est là. Il n'est pas assez puissant aujourd'hui, le discours qui est porté ? Non, parce que, vous voyez, moi je croyais que... Moi j'adore la confrontation d'idées, même parfois avec insolence, enfin je trouve que ça fait partie d'ailleurs de l'esprit français. Et je pense qu'il faut retrouver un clivage droite-gauche pour parfois le transcender, mais pour qu'il y ait des vraies alternatives, des vrais choix, avec des curseurs entre liberté et égalité. Je pense que c'est ce qui est le plus pertinent. Mais quand on voit qu'une partie de la classe politique de gauche, d'extrême gauche en l'occurrence, qui avant était quand même garante à gauche du mérite, de l'esprit républicain que j'évoquais tout à l'heure, se fourvoie complètement. Enfin, ce qui est en train de se passer autour de Jean-Luc Mélenchon, pour parler honnêtement, est quand même un renversement majeur, avec parfois des pensées qui... Vous savez, la convergence des luttes, elle a laissé place à l'intersectionnalité. Eh ben, c'est pas mieux, c'est même pire. C'est-à-dire ce mélange de wokisme, de racialisme, de décolonialisme qui part sur des condamnations systémiques, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on pourra en parler longuement, moi ça me passionne ces sujets, et qui vont en connexion avec l'islamisme antisémite, etc. Ben, ça donne cette espèce d'extrême gauche très violente, avec une pensée qui est totalitaire, donc très dure à contrer, et qui porte atteinte à la République, mais qui est quand même très répandue. 18%, on dit, c'est rejeté par 92% des Français. 18%, c'est énorme. Ça permet de faire un second tour de présidentiel. Voilà. Vous êtes inquiet de nouvelles émeutes, vous l'avez dit hier. Oui. Les réponses apportées par Elisabeth Borne et son gouvernement, ça veut dire qu'elles ne sont pas les bonnes ? Les bonnes. Les bonnes. Oui, c'est comme ça. On le fait tous. Non, mais il y a des choses intéressantes sur notamment les violences qui sont liées aux émeutes, mais les effets des réseaux sociaux et du numérique. Parce qu'on parlait tout à l'heure de violences physiques sur les élus. Moi, beaucoup d'élus me parlent de la souffrance qu'ils peuvent ressentir à l'égard des violences qui sont symboliques mais réelles, notamment du dénigrement sur les réseaux sociaux, des attaques sur les familles. C'est des choses qui reviennent de plus en plus. Et c'est lié à ce phénomène d'émeutes et de délitement civique nous évoquions à l'instant. Donc il y a eu des éléments importants, mais ça c'est pas l'AMF qui parle, c'est moi. Enfin, si j'ai créé un parti qui s'appelle Nouvelle Énergie, si on travaille sur l'organisation des pouvoirs publics, je pense qu'il faudra un renversement complet dans l'organisation des pouvoirs publics et qu'on est dans un système social-étatiste qui est à bout de souffle. Voilà. Mais parmi les réponses apportées, il y a donner plus de pouvoir aux policiers municipaux. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Je vais peut-être vous surprendre, mais à titre personnel, je suis très attaché moi, au modèle régalien et de l'État sur le plan judiciaire. Autant je pense qu'il faut que la subsidiarité soit la règle, c'est-à-dire qu'en fait, le local puisse faire tout ce qu'il entend, mais sur ce qui relève de la justice,
de la police, je pense que ça doit rester le monopole de l'État. Sauf que dans la réalité, ça ne marche plus. Dans la réalité, et notamment en zone police, les polices municipales sont les primo-intervenantes, sont indispensables. Et il est vrai qu'elles n'ont pas de pouvoir d'enquête. Zéro pouvoir d'enquête. C'est comme ça que lorsque, vous savez, il y avait eu le forfait de verbalisation sur les stupes, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc on est dans un système intermédiaire et tout ce qui peut nous donner plus d'efficacité pour faire du contrôle d'identité, pour faire des fouilles, pour s'attaquer aux dealers, sera le bienvenu, mais ça voudra dire qu'il faudra, sans créer des maires qui soient des shérifs, parce qu'il y a aussi cette tentation chez certains, qu'il faut absolument balayer, que les polices municipales ne deviennent pas les supplétives de l'État. Et c'est tout le rapport entre les parquets, le commissaire, le préfet et les maires. La police municipale doit rester sous l'autorité du maire. Et c'est tout la difficulté de trouver le bon curseur de l'autorité judiciaire. Durant ces émeutes, il y a des mairies, des écoles qui ont été dégradées. 168 écoles. Jamais des écoles n'avaient été attaquées dans l'histoire de France. Moi, j'ai recherché, j'en ai parlé des historiens. Non, mais pardonnez-moi de mais ça revient à ce qu'on disait sur la décivilisation. C'est-à-dire ni sous la Fronde, ni sous la Révolution française, ni en 1830, ni en 1848, ni dans les années 30 avec les mouvements fascistes, il n'y avait eu des écoles attaquées. Voilà, c'est quand même quelque chose qui doit nous obséder. On en est où de la reconstruction ? Écoutez, alors certaines écoles ont été reconstruites, d'autres non. Il y a des écoles provisoires. J'ai vu des maires des Yvelines en début de semaine dernière qui m'ont fait part de difficultés. Bon, en tout cas, il y a une réponse à apporter aux enfants en termes de bâtiments. Les problèmes très souvent dans les écoles aujourd'hui, c'est pas les bâtiments, même dans les communes où les écoles ont été détruites, c'est parfois les absences d'enseignants. Qui ne dépendent pas des maires. Sur la réponse judiciaire, Jean-Baptiste. Est-ce qu'elle est à la hauteur, selon vous, la réponse judiciaire ? Je crois que vous réclamez, au-delà peut-être même de la réponse judiciaire, un nouvel arsenal juridique, législatif, réglementaire. La priorité, c'est de faire exécuter les lois existantes. Ensuite, il faut des évolutions législatives, mais la priorité, parce qu'il y a eu... C'est pas toujours le cas ? Non, mais c'est même trop rarement le cas. Il y a eu une bonne réponse judiciaire, c'est-à-dire que les instructions qui avaient été données à la police et à la gendarmerie par le ministre de l'Intérieur et aux magistrats, dans le respect de l'indépendance des magistrats, mais par le garde des Sceaux, ont été bonnes. Et il y a eu, objectivement, les tribunaux ont bossé avec des condamnations. Le problème, c'est l'exécution des peines. Et dans la réalité, avant même de parler d'évolution législative, et j'ai des propositions en la matière, mais on se rend compte que en France, on adapte, mais c'était le cas sur le Covid, c'est le cas sur beaucoup de choses, la doctrine à la pénurie. Regardez, pour les actes les plus graves, ceux qui nécessitent de protéger la société, donc de mettre en prison. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison, mais en respectant la graduation des peines. On a ce paradoxe français qui illustre beaucoup de nos paradoxes, y compris sur la dépense publique et les prélèvements obligatoires et l'endettement. Ce paradoxe français d'avoir une surpopulation carcérale, ce qui est absolument indigne d'une grande démocratie, des prisonniers, parfois 3 ou 4 en prison, dans la même cellule, ce qui est absolument anormal et indigne. On se fait épingler à juste titre par des associations spécialisées, mais parallèlement d'avoir un sous-taux d'incarcération. On est nettement en dessous de la moyenne nationale et des juges d'application des peines qui, en raison de cette pénurie et des conditions indignes, ne font pas appliquer les peines. Donc des voyous, certains vont en prison, d'autres pas pour les mêmes condamnations, donc c'est de l'arbitraire, c'est de l'injustice, et on ne protège pas la société. Ensuite, sur le plan législatif, il faut absolument revoir le code de justice pénale des mineurs, qui a remplacé l'ordonnance de 45, et avec Alexandra Martin, député, nous avons fait une proposition, et le professeur, on s'est inspiré de ce qu'a fait des travaux du professeur Berger, je citais tout à l'heure, pédopsychiatre, pour retrouver de la responsabilité individuelle, qui est la seule réponse à l'insécurité. Jean-Baptiste, sur les indemnités. Oui, les indemnités des élus, on a interviewé à la Gazette des communes le président du MEDEF qui se montre favorable à une hausse des indemnités. Dans quelle ampleur il faudrait augmenter ces indemnités ? Et question subsidiaire aussi, est-ce que c'est possible d'augmenter les indemnités au moment où beaucoup de nos concitoyens souffrent quand même d'un pouvoir d'achat amputé par l'inflation ? Alors deux choses. D'abord, ce n'est pas la première demande des élus, et d'ailleurs l'enquête du CEVIPOF le démontre. Le premier mal-être des élus locaux, des élus communaux, vient de la difficulté croissante à agir. Donc, ce qui se retrouve dans le fait qu'on dise trop d'attentes de la part des administrés, difficultés de relation avec l'État. Et c'était le thème du congrès l'année dernière, mais aujourd'hui on continue d'ailleurs. C'est le pouvoir agir. Ça, c'est vraiment la base. Comment on peut faire vivre la démocratie locale et donc pouvoir décider, agir, rendre des comptes à nos habitants. Deuxièmement, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Et il est absolument anormal que plus de la moitié des maires de France perdent de l'argent en devenant maires. Parce que c'est la réalité. Beaucoup cumulent avec un job, notamment dans les petites communes, qui représentent le tissu majoritaire des communes de France, et l'indemnité, elle est inférieure au SMIC, nettement inférieure au SMIC. Et c'est pas normal. Et ça, on peut le regarder en face. C'est-à-dire que beaucoup de compatriotes, y compris de ceux qui galèrent, d'abord pensent que les maires gagnent beaucoup plus, sont très surpris du montant de l'indemnité, notamment dans les petites communes. Et c'est complètement marginal en termes de dépenses. Et aujourd'hui, il faudrait qu'un maire qui a une fonction exécutive, une responsabilité civile, politique et pénale, ait la capacité et un revenu au moins de cadre moyen, quoi. Enfin, et ne soit pas perdant. Parce que ça contribue à dévaloriser cette fonction qui est pourtant la plus belle de la République française. Il y a un nombre record de démissions de maires et de conseillers municipaux. 40 par mois, de maires. Rien que les maires, c'est 40 par mois en moyenne. Est-ce que vous craignez, vous alertez sur une crise des vocations pour 2026 ? Nous sommes encore le pays où il y a le plus de vocations parce qu'on a ce tissu de communes qui est unique et qui est une richesse, à tous les sens du terme d'ailleurs. Mais oui, parce que vous savez, j'en discute avec des maires et c'est pas que dans des villages. Dans des villages, parfois, on a du mal à boucler la liste. En plus, il y a un problème de surreprésentation, c'est-à-dire que le nombre d'élus par rapport au nombre d'habitants est demandé dans les conseils municipaux est beaucoup plus fort dans les villages. Donc ça, il faut qu'on le revoie. Il y a beaucoup de sénateurs qui travaillent là-dessus, d'ailleurs, à juste titre. Mais même dans les grandes villes, mais y compris à Paris, moi j'ai discuté avec des représentants de grands partis, de partis majoritaires en France, qui ont du mal parfois à boucler des listes de qualité équilibrées, etc., dans des grands arrondissements. Donc il peut y avoir un problème de vocation, mais y compris dans les très grandes villes. Est-ce que la fin du cumul des mandats était une erreur ? Écoutez, jusqu'à une date très récente, je disais que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je crois que oui, c'était une erreur. Il faut revenir dessus ? Oui, parce qu'on sera... D'abord, paradoxalement, ça coûtait moins cher à la République pour des raisons mécaniques et techniques qu'on pourrait évoquer. Et puis, ça permettait quand même d'avoir moins cet affrontement entre le pouvoir central et le pouvoir local. Ça permettait juste d'avoir une meilleure représentation des aspirations du terrain au Sénat et à l'Assemblée, bien que le Sénat, il y a encore beaucoup d'élus qui aient une expérience locale, mais ça permettait aussi, auprès des maires, de mieux comprendre les difficultés du pouvoir central. On va parler un mot sur une question des finances et impôts. Oui, les impôts. Une note récente de Terra Nova préconise un nouvel impôt local. C'est une proposition qui est soutenue par un certain nombre d'associations d'élus. Est-ce que vous la soutenez après la suppression de la taxe d'habitation ? Je vais vous répondre très clairement. Mais vous me permettrez de contextualiser. Non, parce que notre pays est le pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires. Impôts et charges, on se tire la bourre avec le Danemark, mais on est passé devant, on est à 46% d'impôts et de charges. Première remarque. Deuxième remarque, vous serez d'accord avec moi pour dire que plus l'État a supprimé des impôts locaux, taxes professionnelles, taxes d'habitation, désormais CVAE, plus nous payons de prélèvements en tant que Français. Parce que si on avait supprimé les impôts locaux, qu'on avait perdu l'autonomie, mais qu'au moins on avait une démonstration de la capacité d'augmentation de l'efficacité de la puissance publique, c'est le contraire. Troisième élément, le système aujourd'hui est hypocrite, ne peut plus fonctionner. L'exécutif, ça a été très vrai ces dernières années, nous a mis sous perfusion du malade en termes de compte public qu'est l'État, qui emprunte pour son fonctionnement, qui est surendetté, etc. Et ensuite on dit, regardez ces maires, ils se plaignent de l'État, mais ils demandent toujours des dotations. Ben oui. Aujourd'hui, si vous voulez que l'argent revienne à ceux à qui il appartient, c'est-à-dire aux contribuables locaux. Donc, on est au bout d'un système qui, en plus, est opaque, ne manque de démocratie qui est celui de la dotation. Et je pense qu'il faudra un jour, avec maturité, dans un contexte, je l'espère, d'amélioration du fonctionnement de la puissance publique qui permettra de baisser les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les Français et les entreprises et les ménages, mais d'avoir un impôt résidentiel. Parce qu'il est inefficace et injuste de faire reposer l'effort fiscal local que sur les propriétaires, ce qui est le cas aujourd'hui. Et l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement, c'est pour la deuxième année consécutive, ça ne vous suffit pas ? Là aussi, c'est-à-dire qu'on dit, on serait prêt à accompagner cela si on ne nous disait pas, vous devez vous esbaudir parce que c'est historique, c'est ce qu'on entend depuis 2 jours, comme l'année dernière. Quand la DGF n'évoluait pas avec l'inflation, mais que l'inflation était à 1,5,
et qu'ensuite la DGF évolue de 0,8, mais que l'inflation est à 4%, on est encore plus perdant en euros constants. C'est tout. Et au passage, c'est un prélèvement de l'État. Parce que les dynamiques, jusqu'à maintenant en tout cas, les recettes de l'État étaient dynamiques, au moins de l'inflation, notamment sur la TVA. Donc c'est une captation de ressources locales lorsque ce n'est pas stable en euros constants. Un mot sur la mission verte, Jean-Baptiste ? Oui, juste une dernière petite question, si vous permettez, Auriel, sur les finances publiques, parce que vous dites que la France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Du monde, pardon. Et vous dites également... c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, oui, bien sûr. C'est la réalité. Vous dites aussi régulièrement que la France a 3 000 milliards de dettes. Est-ce qu'elle peut se permettre d'indexer les dotations versées aux collectivités sur l'inflation, comme vous le souhaitez à l'Association des maires de France ? Parce que ça va être encore des dépenses supplémentaires. Elle a même 3 054 milliards. Et si on regarde le hors-bilan dont on ne parle jamais, c'est 6 000 milliards de dettes. C'est bien plus que tous les actifs de l'État. Donc la situation est bien pire que ça. Deuxièmement, c'est un détournement d'opinion que de penser que le problème des comptes de public vient de la relation entre l'État et les collectivités. On parle de 200-300 millions d'euros. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des 34% de dépenses de public sur le social. On ne parle pas d'un État qui a dépeuplé ses préfectures et ses sous-préfectures, vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, et qui pourtant augmente encore ses fonctionnaires sur les fonctions purement administrantes à cause de l'excès de normes, de règles, tout ce que Jean-Pierre Jouillet, haut fonctionnaire s'il en est, avoue une fois qu'il est à la retraite en disant ceux qu'on traitait de populistes avaient raison. J'ai eu quel hommage, j'allais dire, voilà. Et a posteriori, j'allais dire autre chose. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quand, face au défi de notre époque, le défi écologique, le défi numérique, la solution, elle vient dans le local, dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, si on ne peut plus bouger, ça coûte plus cher à la fin à l'État. Ce système est infernal. Ce système est abominable. Et moi, je ne veux pas, en tant que maire, passer ma vie à réclamer des moyens à l'État en sachant que ces moyens sont censés appartenir aux collectivités. La parole de l'État, historique, lorsque la patente avait été supprimée, puis la décentralisation a eu lieu, puis la suppression de la taxe d'habitation, c'était on vous rembourse à l'époque au franc près, à l'euro près, en euros constants. C'est tout ce que nous rappelons. 2 questions sur les Républicains. Pour terminer, David Lisnard, Emmanuel Macron, vendredi, avait convié les chefs de parti aux 2e rencontre de Saint-Denis pour parler... Éric Woerth, il est passé à la trappe, c'est ça. Éric Woerth, du coup, il est passé à la trappe. C'est dommage. Éric Ciotti ne s'est pas rendu à ces rencontres de Saint-Denis. Est-ce que c'est responsable, quand on est un parti de gouvernement, de pratiquer la politique de la chaise vide ? Écoutez, vu ce qui est sorti de ces rencontres de Saint-Denis, je pense que je ne lui ferai pas grief de ne pas avoir voulu être un figurant dans une énième séquence de com. Mais il est sorti un abandon du référendum sur l'immigration qu'Emmanuel Macron était prêt à accepter. Est-ce que le fait qu'il n'y soit pas, ça ne vous a pas empêché de porter ses idées ? Si on en est à ce niveau d'immaturité de relationnel, parce que tu ne viens pas, j'abandonne quelque chose qui serait possible pour le pays, il faut poser la question au président de la République. Là. C'est le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Il y avait quand même, me semble-t-il, le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national s'est assis sur un référendum sur l'immigration, c'est ça ? Il y a eu un accord donc de ceux qui étaient présents, y compris le Rassemblement national, sur l'abandon de la seule façon d'échapper à la contrainte jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rend inopérantes toutes les mesures qu'on peut annoncer ici ou là en termes de maîtrise des flux migratoires. Mais ça, c'est faute d'accord des participants. Est-ce qu'Éric Ciotti n'aurait pas dû aller défendre ça devant le chef de l'État ? On parle de l'absence d'Éric Ciotti, il faut quand même parler de ce qui n'est pas sorti d'ailleurs, une fois de plus, de cette séquence, le mot séquence est approprié, voilà, l'abandon, soit il faut faire un référendum pour maîtriser les flux migratoires, ce que chacun pense, alors il y a ceux qui pensent que c'est pas un vrai problème. Bon, nous, on pense que c'est un problème. Donc aujourd'hui, hélas, le problème de l'immigration massive est devenu un problème massif pour le pays. Bon, et on sait très bien que tout ce que l'on peut débattre au Sénat et à l'Assemblée sera très peu opérationnel si on ne retrouve pas de la capacité d'action qui passe par un référendum pour faire évoluer la Constitution. Donc voilà, donc soit c'est bon pour le pays, soit c'est mauvais pour le pays. Le reste n'est que théâtre. Merci David Lisnard. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Jean-Baptiste Forêt. Merci à vous. Et on continue à parler de votre intérêt pour tout ce que l'on fait dans cet événement qui est unique au monde quand même, le Congrès des maires. C'est tous mes prédécesseurs qui ont su construire ça, les François Baroin, les Jacques Pélissard, les Delevoye. Donc c'est quelque chose de fantastique, le Congrès des maires. Et on le suivra bien sûr toute la semaine sur l'antenne de Public Sénat. Et on va parler de l'enquête du CEVIPOF tout de suite dans le Club des Territoires.